bonjour à tous. Il nous fait grand plaisir de vous recevoir à ce webinaire. Je ne vais dire que quelques mots au début. Mon nom est Jean-Claude Tardif. Je suis de l'Institut de cardiologie de Montréal. Je vous dirais que nous tous, je vois les noms les gens qui s'ajoutent comme participants. Donc, vous êtes pour plusieurs d'entre vous très expérimentés. Vous avez participé ou présenté dans des webinaires. Plusieurs d'entre vous, dont moi, êtes probablement habitués à voir 30, 40, 50, 100 personnes sur des webinaires. Je pense qu'on a touché une corde très sensible il y a quelques jours parce qu'en dedans de 12 heures, il y avait 1200 personnes qui se sont inscrites au webinaire. Je n'ai absolument jamais vu ça de ma vie. Donc, je pense que c'est un sujet d'actualité. On va tenter de respecter les temps. Tout le monde est occupé, donc à 18h45, on va s'arrêter. Et donc, merci de votre présence. Sans plus tarder, je vous présente notre modérateur, qui est bien connu de la plupart d'entre vous, le docteur Jean-Sébastien Paquette, qui est professeur à l'Université Laval, directeur du réseau de recherche axé sur les pratiques de première ligne à l'Université Laval. Il est également chercheur au Centre de recherche sur les soins et services de première ligne de l'Université Laval et également médecin responsable de la recherche et de l'hospitalisation au GMF local, également directeur du laboratoire Arimed. Alors, ça me fait extrêmement plaisir de vous présenter Jean-Sébastien, qui nous présentera notre premier présentateur. Jean-Sébastien. Oui, merci beaucoup, Dr Tardif. Donc, sans plus attendre, je voudrais vous remercier d'être venu en grand nombre. J'ai regardé des noms et je reconnais certaines personnes. Donc, je vais vous présenter Dr Guy Boivin, qui est un des plus grands virologues du Canada et qui est également détenteur de la chaire de recherche du Canada sur les virus en émergence et la résistance aux antiviraux. Les chercheurs de l'Axe maladies infectieuses et immunitaires du Centre hospitalier de l'Université Laval, le CHUL, professeur titulaire au département de microbiologie et infectiologie et immunologie de la faculté de médecine de l'Université Laval. Donc, Dr Boivin va nous présenter la première conférence et ensuite, ce sera Dr Tardif. Donc, la conférence de Dr Boivin, tout sur SARS-CoV-2 que vous n'avez jamais osé demander. Donc, je laisse la parole à Dr Boivin. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Bienvenue à tous. Alors, mon objectif durant les prochaines 15 minutes environ, c'est de faire un bref survol des infections à coronavirus, avec bien entendu une emphase sur le coronavirus associé à la COVID-19. Donc, les coronavirus, il y en a plusieurs espèces de coronavirus qui infectent plusieurs espèces animales. Pour ce qui est des coronavirus qui infectent l'homme, on en connaît 7. Alors, je les ai divisés en virus saisonniers et virus épidémiques et pandémiques. Parmi les virus saisonniers, on en dénombre 4. Ils ont tous des noms un petit peu ésotériques, OC43, 229E, NL63, HKU1. Ils ont été découverts, comme vous voyez, dans les années 60 et 2000. Et collectivement, ces coronavirus-là sont associés à 15 à 30 des rhumes, donc habituellement des infections relativement banales. C'est certain que chez les immunosupprimés, il peut y avoir parfois des pneumonies qui peuvent être fatales. Quant aux autres coronavirus que j'ai dénommés épidémiques et pandémiques, on se rappelle du SRAS en 2002-2003. Il y a eu 8000 cas à travers la planète, à peu près 10 de mortalité. Ça s'est estompé en environ 7 mois sans l'introduction de vaccins. Donc, juste avec des mesures de prévention des infections et de santé publique. Par la suite, 10 ans plus tard, on a eu le MERS, le coronavirus associé au Moyen-Orient. Donc, comme le nom l'indique, touche surtout les gens de la péninsule arabique. C'est un coronavirus qui est toujours présent de nos jours. Il y a encore des infections sporadiques et son taux de létalité est quand même assez élevé, de l'ordre de 34-35 %. Et finalement, le SARS-CoV-2, ou l'agent de la COVID-19, c'est la même chose, rapporté en premier en décembre 2019. Bien qu'il y ait plusieurs infections asymptomatiques, je vais en parler dans un instant, il peut être associé à des pneumonies sévères, ARDS, tempête cytokinique ou inflammatoire et malheureusement décès.
Il faut savoir à la base que ces coronavirus pandémiques, ce sont des zoonoses. Donc, ça vient de quelque part des virus, ça vient habituellement des animaux. Donc, pour ce qui est des coronavirus, le réservoir, ce sont des chauves-souris, qui je vous rappelle sont des mammifères. Mais les chauves-souris vont rarement infecter directement l'humain. Il faut un autre intermédiaire. Donc, dans le cas du SRAS, l'autre intermédiaire, ça s'est avéré de ce qu'on appelle les civettes, c'est des petits mammifères qui sont consommés abondamment dans les pays d'Asie du Sud-Est. Et par la suite, ce sont les civettes qui ont infecté l'humain. Pour ce qui est du MERS, coronavirus du Moyen-Orient, l'autre intermédiaire, ce sont les dromadaires. Et les dromadaires qu'on trouve bien entendu dans la péninsule arabique. Et par la suite, ce sont les dromadaires qui ont infecté l'humain. Pour le SARS-CoV-2, alors ici, il y a quand même encore un petit peu de polémique, si on peut le dire. Mais on s'entend pour dire que possiblement, les pangolins sont les autres intermédiaires entre les chauves-souris et l'humain. Et les pangolins, ce sont encore une fois des petits mammifères dont on consomme la viande, mais ils sont aussi recouverts d'une carapace en écailles. Et ces écailles-là, supposément, sont très aphrodisiaques. Et ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est un des animaux les plus braconnés en Chine pour ces propriétés-là. Si on regarde un petit peu plus les caractéristiques du SARS-CoV-2 ou de l'agent de la COVID-19, je tiens à vous rappeler qu'il y a 2 génotypes circulants. C'est des données qui apparaissent au cours des dernières semaines avec 6 sous-génotypes. C'est sûr que c'est un virus qui mute. Tous les virus mutent, surtout les virus à ARN comme les coronavirus. Mais il commence à avoir des mutations dans les sites antigéniques de la protéine externe qu'on appelle la spicule ou la protéine spike. Et on va devoir surveiller ça de près pour voir si ça ne mènera pas des sérotypes différents. Parce que ça peut avoir une implication dans les réinfections possibles et l'efficacité éventuelle d'un vaccin. Donc, à suivre. La période d'incubation, la moyenne de 5,2 jours avec l'intervalle de confiance de 4 à 7 jours. Et la transmission, définie par ce qu'on appelle le R0, est de l'ordre de 2,5 à 3. Ça veut dire que chaque cas index va infecter 2 à 3 autres personnes. C'est certain qu'avec des mesures de distanciation sociale, on peut faire baisser ce R0-là à 1, 1,5. Et si on la baisse en bas de 1, bien, la pandémie va se stopper d'elle-même. Un autre sujet qui est de plus en plus abordé ces dernières semaines, c'est le taux de porteurs asymptomatiques. Alors, si on regarde les études, ça va de 10 jusqu'à 80% dans certains sous-groupes particuliers, comme les femmes enceintes. Mais je pense que les chiffres qu'on rapporte le plus, c'est probablement de 10 à 50-60%. Donc, c'est quand même quelque chose d'appréciable et ça complique, comme vous pouvez vous en douter, des mesures de distanciation, des mesures de la santé publique pour freiner l'évolution de la circulation du virus. La contagiosité, là aussi, j'ai mis un point d'interrogation. Les études démontrent qu'on peut être contagieux jusqu'à 3 jours avant le début des symptômes, quand il y a des symptômes. Et la contagiosité peut s'échelonner sur une période de 10 à 14 jours. Seulement, la plupart des auteurs ont évalué la contagiosité par la méthode PCR. Et je vais revenir tantôt, la méthode PCR ne détecte pas nécessairement des virus viables. Donc, c'est à vérifier par la culture virale. Seul problème, c'est que la culture virale pour un pathogène comme ça doit se faire dans un laboratoire de niveau de confinement 3. Donc, ce n'est pas abordable, ce n'est pas fait partout. Le pourcentage de décès, j'ai mis des chiffres ici qui sont tirés de l'Institut Pasteur. Vous voyez que les jeunes enfants, on en a parlé beaucoup, sont infectés, mais ne développent presque pas de complications sévères, presque pas de décès, comme vous pouvez voir sur cette diapo. À l'âge de 50 ans, le taux de décès est d'environ de 0,2 et plus de 80 ans, c'est 8 selon l'Institut Pasteur. D'autres ont rapporté des chiffres en haut de 10 Donc, ça explique un peu ce qui se passe dans les CHSLD en ce moment. Comment on fait le diagnostic? En laboratoire. Donc, on peut faire un diagnostic virologique, donc pour détecter la présence du virus. Le spécimen de choix, c'est des couvillons nasopharyngés. Bien qu'il commence à avoir des articles qui montrent que la salive pourrait être une alternative intéressante, mais je pense qu'il faut encore un peu plus d'études avant de changer de type de spécimen de choix. Et par la suite, à partir des couvillons nasopharyngés, on fait un test qu'on appelle le test RT-PCR. Donc, on amplifie des millions de copies du génome viral, puis on détecte ça avec une sonde fluorescente. Et encore une fois, ça nous donne une idée
indirectement de la charge virale, mais il faut se rappeler que ça ne représente pas nécessairement des virus contagieux. On peut faire un diagnostic aussi sérologique. Alors ici, c'est à partir du sérum, donc une prise de sang, pour voir la présence des anticorps qui apparaissent 7 à 10 jours après le début des symptômes. On peut les mesurer par différentes techniques. Je ne rentre pas dans les détails, des techniques ELISA ou de neutralisation. Et je lisais justement un article aujourd'hui qui disait qu'à Genève, en Suisse, ils ont mesuré le taux de séroprévalence de la population à tous les mois, durant les 3 derniers mois. C'est passé de 3 à 6 à 9 Et ça, ils estimaient que le nombre de cas détectés par sérologie était 10 fois le nombre de cas détectés par RT-PCR. Donc, quand vous voyez les cas rapportés au Québec, 30 000 cas, il faut probablement multiplier par 10 pour savoir le vrai nombre de cas infectés. Aussi, en période épidémique, la santé publique a émis un diagnostic qu'on qualifierait de clinique. Alors, tout patient qui a de la fièvre, de la toux, de la dyspnée ou de l'anosmie, l'anosmie étant la perte d'odorat, ça semble un signe assez pathognomonique de cette infection-là. Donc, on pourrait le qualifier comme étant infecté par la COVID-19. Seulement, dans l'étude Col-Corona, le Dr Tardif va vous montrer qu'on a modifié un petit peu cette définition clinique-là pour les fins de l'étude, qui est beaucoup plus spécifique. Si on aborde rapidement les traitements, commençons par mentionner qu'il n'y a aucun traitement homologué, approuvé par Santé Canada ou par la FDA aux États-Unis pour le traitement de la COVID-19. Il y a 2 grands groupes de molécules que j'ai regroupées en molécules qui sont issues du repositionnement thérapeutique et des autres qu'on va voir dans la prochaine diapo qui sont des antiviraux comme tels. Le repositionnement thérapeutique, vous savez ce que ça veut dire probablement, mais juste pour vous le rappeler, on parle de repositionnement thérapeutique quand on a une molécule qui est déjà sur le marché pour une indication X et on veut voir, on pense qu'elle va avoir des propriétés soit antivirales ou anti-inflammatoires qui vont mener à une guérison plus rapide ou à la prévention des hospitalisations, des décès. Alors, j'en ai nommé quelques-unes sur cette diapo. J'ai commencé par la colchicine. Le Dr Tardif vous parlera d'études Col-Corona dans un instant. Alors, vous savez que c'est un anti-inflammatoire utilisé dans la goutte. La chloroquine, un antimalarique. L'hydroxychloroquine est utilisé pour certaines maladies auto-immunes, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus. Une molécule utilisée dans le VIH, l'opinavir, ritonavir, communément appelé Kaletra, qui aurait aussi une efficacité, une activité contre la protéase majeure des coronavirus et les interférons, surtout l'interféron bêta. Je dois dire qu'on attend les résultats avec impatience de l'étude Col-Corona. Pour ce qui est des autres, la chloroquine, l'hydroxychloroquine et l'opinavir, ritonavir, il commence à y avoir des études qui sortent qui montrent qu'il n'y a pas beaucoup d'efficacité associée à ces molécules-là contre la COVID-19. Il y a aussi des antiviraux qui sont à l'essai, qui sont évalués lors d'essais cliniques. Le favipiravir, qui est une molécule anti-influenza, approuvée dans certains pays, pas au Canada par contre. La ribavirine, qui est une antivirale à large spectre que vous connaissez sans doute. Et le remdesivir, qui était utilisé dans un premier temps lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, il y a quelques années, et qu'on a remarqué qu'il y avait un effet antiviral à large spectre et que c'est la seule molécule pour l'instant qui a démontré dans un contexte d'une étude clinique randomisée avec placebo qu'il y avait un impact sur l'évolution de la maladie. Vous avez sans doute entendu parler du communiqué fait par le NIH il y a quelques jours qui a rapporté que le remdesivir avait diminué de 30 la période de séjour aux soins intensifs et de retour à la normale. Donc, avec une diminution du taux de mortalité de 11 à 8 qui n'était pas significatif, il y avait une tendance lourde. Donc, la remdesivir s'est vue octroyer une utilisation compassionnelle, d'utilisation d'urgence dans les cas d'infection sévère de patients aux soins intensifs. D'autres molécules sont à l'étude. La tocilizumab, c'est un anti-IL-6. Vous savez, le rationnel, c'est que les IL-6 ainsi que l'interleukine 1 bêta, le TNF, font partie de cette tempête cytokinique-là qui est la raison de la plupart des décès, on pense,
associées à la COVID-19. Il y a également de la sérothérapie qui consiste à prélever le sérum de patients qui survivent à la maladie et l'administrer à d'autres qui sont infectés. L'étude se met en route au Québec prochainement et c'est une vieille technique thérapeutique, mais qu'on pense qu'il est encore d'usage aujourd'hui durant cette pandémie. Et une panoplie d'anticorps monoclonaux qui sont à l'essai, dirigés principalement contre la protéine externe, la spicule ou le spike. Et j'en viens à ma dernière diapositive, un mot sur les vaccins. Encore une fois, il n'y a pas besoin de vous dire qu'il n'y a pas de vaccin qui est homologué pour l'instant. On espère avoir un vaccin. Demandez-moi pas quand exactement, en nombre de mois, on espère avoir le vaccin. Mais les vaccins qui sont évalués à l'heure actuelle se séparent en 4 grands groupes. Il y en a à peu près 10 qui sont en phase clinique 1 et plusieurs dizaines qui sont en préclinique chez l'animal. Donc, les vaccins peuvent être des vaccins que j'ai catégorifiés comme viraux, qui comprennent le virus complet, qui sont soit inactivés ou atténués par passage cellulaire ou par introduction de mutations. Il faut savoir que les virus inactivés, j'ai mis une petite astérix parce que dans le cas du SRAS, les vaccins qui avaient été développés inactivés, qui n'ont pas été utilisés finalement, mais chez l'animal, amenaient une augmentation de la maladie, qu'on appelle une vaccine enhanced disease. Donc, les individus immunisés, quand ils rencontraient le virus, avaient une maladie plus sévère. Je devrais dire des animaux immunisés avaient une maladie plus sévère suite à l'infection. Donc, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu avec le vaccin contre le virus respiratoire syncytial à la fin des années 60. Et on doit faire extrêmement attention à ça. C'est pour ça que je pense que ça va être un peu plus long que court avant d'avoir un vaccin pour être sûr qu'on n'a pas cet effet-là de enhanced disease associé à notre vaccination. Il y a également les vaccins dits protéiques, sous-unitaires, donc une protéine, la protéine spike, principalement utilisée, ou des VLP, des virus-like particles, qui sont des particules virales sans acide nucléique, donc qui ne se répliquent pas. Il y a des vaccins à base d'acide nucléique, à base d'ADN et d'ARN, qui n'existaient pas en 2003 lors du SRAS, qui maintenant, depuis quelques années, sont utilisés de plus en plus. C'est très rapide. On n'a pas besoin d'avoir le virus, seulement avoir la séquence et on synthétise l'ADN qu'on veut et on peut l'utiliser en termes d'immunothérapie par la suite. Et les vaccins à base de vecteurs viraux, des vecteurs réplicatifs ou non réplicatifs. Un des exemples, c'est le vaccin qui a été développé contre l'Ebola, qui est un vaccin à base de vecteur viral non réplicatif et qui s'est avéré quand même d'une grande efficacité. Donc, je vais terminer mon survol ici. Je vais laisser maintenant la parole au docteur Tardif ou plutôt au présentateur du docteur Tardif. Oui, bien, merci beaucoup, docteur Boivin. Votre présentation était très intéressante et très claire. Je vais vous inviter, si vous avez des questions à poser, en bas de l'écran, vous avez Q et R, questions et réponses. Donc, la période de questions va être après la présentation de Dr Tardif. Donc, je vous inviterai à écrire à ce moment-là les questions. Maintenant, je vais vous présenter sans plus tarder le Dr Tardif, Jean-Claude Tardif, qui est notre deuxième présentateur. Dr Tardif est le directeur, est un grand chercheur et clinicien là, au Canada. Il est le directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Il est détenteur de la chaire de recherche du Canada en médecine spécialisée, professeur titulaire de médecine à l'Institut de cardiologie à l'Université de Montréal. Également, Dr Tardif est l'instigateur du projet Col Corona, il va en parler dans sa présentation. Et je suis fier de pouvoir collaborer en première ligne là, pour aider au déploiement du projet au Québec. Et je tiens à vous dire que c'est un projet envers lequel on a beaucoup d'espoir et on a hâte d'avoir des résultats. Donc, je laisserai la parole à Dr Tardif. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. C'est un plaisir de travailler avec toi. J'ai beaucoup apprécié la conférence de Dr Boivin. S'il y a une personne qui peut parler de ce sujet-là au Canada, c'est bien lui. Si c'était possible d'avoir mes diapositives, moi, j'espère que les gens les voient. Moi, je ne les vois pas actuellement. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir, Amine, mes diapositives? Oui, je suis en train de les mettre là en ce moment. Merci. Alors, premièrement, bienvenue à tous. Comme je le disais d'entrée de jeu, là, depuis ce temps-là, il y a le double de participants qu'il y avait au début. J'ai jamais vu ça, moi,
en 25 ans, 500 personnes qui s'inscrivent en 12 heures à un webinaire. Alors, je suis extrêmement heureux de vous présenter très brièvement en 12 à 15 minutes pour laisser suffisamment de temps pour les questions. Peut-être, Amine, est-ce que tu peux avancer les diapos pour moi? On va aller d'emblée à la prochaine diapositive si c'est possible. Merci. Oui, voilà. Alors, Dr. Boivin, il a fait allusion, peut-être intuitivement, on aurait tendance à penser que les patients qui développent des complications de la COVID-19 suite à l'infection par SARS-CoV-2, ce sont ceux qui ont une charge virale à l'intérieur du poumon qui est beaucoup plus élevée. Et ce n'est pas nécessairement le cas. En fait, ce qu'on comprend de plus en plus maintenant, c'est que suite à la première phase d'infection virale avec SARS-CoV-2, Dr. Boivin nous a bien présenté le virus, les patients qui vont présenter des complications qui mènent aux hospitalisations et qui mènent, entre autres, au syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte, la RDS, bien, en fait, ce qu'ils ont, ces patients-là, c'est finalement la tempête cytokinique ou la tempête inflammatoire, cette espèce de cascade où il y a plusieurs molécules pro-inflammatoires qui vont ordonner au système immunitaire, pas seulement d'attaquer le virus, mais ultimement, le système est dérégulé et on va se mettre à attaquer les propres organes du patient avec les propres globules blancs et système immunitaire du patient. C'est donc ce qu'on appelle tempête cytokinique, tempête inflammatoire. En anglais, on appelle ça cytokine storm. Ça veut tout dire la même chose. Essentiellement, si on va à la prochaine diapositive, Amine, les manifestations de cette tempête inflammatoire sont multiples, atteignent à peu près tous les organes. Et vous les voyez, je les ai résumés ici en une seule diapositive. Il y a des symptômes généraux, c'est-à-dire de fièvre et de fatigue intense. Et évidemment, la première manifestation qui nous inquiète le plus, parce qu'elle est potentiellement mortelle, c'est l'atteinte des poumons, où les poumons vont se faire attaquer par les globules blancs. Les alvéoles, l'épithélium bronchique, les alvéoles vont être attaqués et va se déposer du matériel inflammatoire et édémateux qui va mener à la dyspnée, à la réduction de la concentration de l'oxygène dans le sang, l'hypoxémie. La complication qu'on craint le plus, c'est-à-dire ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, le syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte, et ultimement l'insuffisance respiratoire, l'intubation et malheureusement, quelquefois le décès. Il y a des manifestations hématologiques, c'est-à-dire différentes lignées sanguines qui s'abaissent, anémie, plaquettes qui diminuent, globules blancs qui diminuent. Il y a de plus en plus des manifestations qui étaient inconnues il y a quelques semaines, des manifestations thromboemboliques, c'est-à-dire des manifestations de thrombose coronarienne. Et il y a des gens, des fois, qui disent, bien, comment vous êtes certain que c'est nécessairement associé à la COVID-19? Ce qui est une bonne question. Évidemment, les gens vont continuer de faire des infarctus, mais on voit des manifestations inhabituelles. Par exemple, un patient de 35 ans, une femme de 35 ans qui n'a aucune notion de maladie coronarienne et qui n'arrive pas, comme on le voit d'habitude, avec un caillot dans une artère coronarienne, mais qui arrive avec les 3 artères qui présentent des caillots. C'est tout à fait inhabituel. Il y a le contraire. Il n'y a pas seulement les thromboses, il y a les troubles de coagulation, les hémorragies qui mènent à ce qu'on appelle la CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée, où vous avez un peu, et c'est très difficile à gérer, en même temps des manifestations thrombotiques et des manifestations hémorragiques. On comprend maintenant de plus en plus qu'il y a de multiples manifestations cardiovasculaires, pas seulement la thrombose coronarienne avec un infarctus, une nécrose myocardique. On comprend maintenant de plus en plus qu'il existe des cardiomyopathies qui sont de nature inflammatoire et immunitaire, où le patient va se mettre à développer une insuffisance cardiaque qui semble largement due à une atteinte, à une attaque inflammatoire et immunitaire. Et il y a également des arythmies, des troubles du rythme cardiaque qui sont associés ou non à l'insuffisance cardiaque et qui peuvent être mortels.
D'ailleurs, j'en profite pour dire, raison de plus pour être un peu plus inquiet de l'usage de l'hydroxychloroquine qui peut amener des arythmies mortelles. Ensuite, il y a des atteintes du foie avec une destruction du foie, la cytolyse, qui peut même mener jusqu'à l'insuffisance hépatique. On a eu des patients, nous, dans le col Corona, qui nous ont clairement dit que leur médecin croyait qu'ils avaient une hépatite. Alors, cette manifestation-là d'atteinte de destruction du foie est tout à fait partie intégrante du syndrome multisystémique de la COVID. Il y a des atteintes des reins, insuffisance rénale aiguë. J'insiste maintenant plus les atteintes du système nerveux central. Alors, nous, on a rapidement vu ça dans l'étude Col Corona. J'en profite pour signer le travail incroyable de Sarah Sanson et Denis Fortin quand je vais parler tantôt de l'étude Col Corona. Il y a 80 personnes qui répondent aux patients et avant même que ça soit décrit dans différents pays, nous, on a vu même au téléphone de multiples manifestations de l'atteinte du système nerveux central. Clairement, des céphalées importantes, persistantes chez des gens qui n'étaient pas connus pour des migraines. De la confusion. On a eu beaucoup de patients, nous, des gens qui n'avaient aucune atteinte dans le passé, des patients jeunes, et qui avaient même de la difficulté à discuter le formulaire de consentement. Des déliriums. On a eu des patients hospitalisés à 8 heures le matin qui étaient très bien, et à 7 heures le soir qui sont retrouvés hospitalisés pour des déliriums, des convulsions et également des accidents vasculaires cérébraux, ceux-là reliés aux manifestations thromboemboliques associées à la COVID. Maintenant, je veux revenir aux céphalées. Il y a des origines multiples des céphalées dans la COVID. De plus en plus, on croit comprendre que la COVID envahit le cerveau directement, mais il y a également ce syndrome cytokinite, cette tempête inflammatoire qui va créer des céphalées importantes. Et d'ailleurs, cette anosmie n'arrive pas par hasard. Possiblement, c'est une des voies d'entrée qui mène à ces céphalées persistantes des patients. Et voyez d'autres manifestations, je tiens à souligner entre autres myalgie et arthralgie, qui sont probablement des manifestations non spécifiques, c'est-à-dire ces douleurs musculaires et articulaires. Ce sont des manifestations de cette tempête inflammatoire. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, on s'est dit, entre autres, Dr. Boivin et moi, et maintenant on dirige un groupe de 25 chercheurs qui se sont dit que si on voulait prévenir les complications importantes, il fallait probablement réduire cette dérégulation, ce dérèglement inflammatoire et immunitaire. Et on a choisi la colchicine, comme le dit Dr. Boivin, un vieux médicament qui est utilisé depuis des siècles, un puissant anti-inflammatoire qui est issu de la colchique d'automne, donc un crocus qui fleurit en automne. Et on l'a utilisé pour plusieurs raisons. C'est un médicament dont on connaît le profil de sécurité, qui est administré oralement, qui est très peu coûteux. Et vous voyez ici ces diapositives. On a complété et publié dans le New England Journal of Medicine, il y a 2 mois, une étude de 4745 patients, l'étude Colcott, qui avait été suivie pendant 24 mois. Et nous avons démontré un bénéfice important sur la prévention cardiovasculaire de la colchicine, ce qui est en tant que tel important, publié dans New England. Mais amène-nous à la prochaine diapositive. Ce qui est important dans le contexte de l'étude Col Corona, c'est que ces 4745 patients suivis pendant 2 ans, on a bien démontré le profil de sécurité et de tolérabilité de la colchicine. Et vous voyez, il n'y avait même pas de différence significative de l'incidence des diarrhées avec la colchicine. Alors, il faut arrêter de véhiculer des vieux messages. La colchicine à faible dose, telle qu'utilisée dans Col Corona et dans Colcott, n'amenait même pas un taux plus élevé de diarrhée. Ce qu'on a vu, c'est un peu plus de nausées, comme vous le voyez, 1,8 avec la colchicine, 1,0 avec le placebo. Et voilà, donc c'est un médicament bien toléré. Prochaine diapositive. Ça nous amène donc au design de l'étude Col Corona. Nous visons donc, c'est la plus grande étude au monde pour les préventions des complications de la COVID-19. 6000 patients, une étude dans les règles de l'art, à double insu, c'est-à-dire ni le patient ni l'équipe traitante, c'est qui prend le médicament actif ou le placebo. Des patients qui ont la COVID-19 diagnostiquée, 40 ans ou plus, non hospitalisés et au moins un facteur de risque qui les met à risque plus élevé de complications. Les patients sont ensuite randomisés à colchicine ou placebo
le critère d'efficacité primaire, et je n'ai rien contre les études de biomarqueurs où on tente de voir est-ce qu'on a un petit peu plus de marqueurs sanguins ou non d'inflammation. Ça ne changera pas la pratique clinique, ça. L'étude Col-Corona est la grande étude qui pourrait changer la pratique clinique, c'est-à-dire notre critère d'efficacité ne fait pas de doute quant à sa pertinence clinique. Le composé de décès et d'hospitalisation dû à des complications de COVID-19. On va évidemment également regarder la durée de séjour, l'hospitalisation, également le besoin de ventilation mécanique. Prochaine diapositive. Hier, nous sommes très excités de vous annoncer que les Instituts nationaux de santé américains, le NIH américain, qui a un budget de 40 milliards de dollars par année, nous a contactés il y a une semaine en nous disant qu'ils croyaient que Col-Corona était peut-être une des études les plus importantes sur la planète et nous ont offert leur appui logistique et financier. Et donc, maintenant, on est appuyé pour accélérer le recrutement aux États-Unis, en Europe et en Afrique parce qu'on veut terminer rapidement le recrutement. Et très bientôt, peut-être même dans les 48 prochaines heures, on ne vous donnera pas les résultats de Col-Corona, mais on va faire une autre annonce extrêmement excitante quand un autre appui majeur d'un autre groupe qui a déterminé que Col-Corona, d'après eux, était probablement l'étude la plus importante sur la planète avant la venue d'un vaccin. Prochaine diapositive. Je tiens à souligner, parce que c'est important pour nous cliniciens, quels sont les facteurs de risque qui mettent donc justement à risque les patients d'avoir des complications de la COVID-19, c'est-à-dire hospitalisation, intubation, décès. Alors, c'est l'âge au-dessus de 70 ans, le diabète, l'hypertension mal contrôlée, la maladie pulmonaire obstructive chronique incluant l'asthme, l'insuffisance cardiaque, la maladie coronarienne, la fièvre persistante, les patients qui se présentent pour de l'essoufflement, de la dyspnée, les patients qui ont des anomalies sanguines, 2 lignées sanguines bases, et les patients qui ont la combinaison de neutrophiles élevés dans le sang et lymphocytes bas, parce que ça reflète probablement l'activation d'une partie de la cellule qu'on appelle l'inflammasome, qui mène à l'activation, l'augmentation de la production d'interleukine 1 et d'interleukine 6. Je tiens à souligner pourquoi j'ai parlé d'insuffisance cardiaque et de maladie coronarienne. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais il n'y a pas de notion d'inquiétude pour les cliniciens ici. Les patients qui sont traités pour leur maladie coronarienne par différents médicaments ou par l'insuffisance cardiaque, entre autres par des inhibiteurs d'enzymes de conversion ou des antagonistes de récepteurs dans l'angiotensine, les données les plus récentes nous indiquent, s'il vous plaît, n'arrêtez pas ces médicaments-là. Il y avait un risque théorique, mais la majorité des données actuellement nous indiquent que vous ne devriez pas arrêter ces médicaments-là porteurs de maladies cardiaques, même s'ils font la COVID. Prochaine diapositive. Alors, Dr. Boivin en a parlé. 3 façons de diagnostiquer la COVID. Un diagnostic par écouvillon nasopharyngé, test PCR. On avait le plus grand expert au Canada qui l'a expliqué, Dr. Boivin. Il y a également ce qu'on appelle le lien épidémiologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un patient dans la même maison a eu un test nasopharyngé qui a prouvé le diagnostic et que le patient maintenant, le nouveau patient a des symptômes suggestifs, on peut porter un diagnostic de COVID-19 et finalement, on peut également, comme l'a dit Dr. Boivin, porter un diagnostic probable de COVID-19 sur une base clinique basée sur des critères adaptés de la Direction de la santé publique. Prochaine diapo, Amine. Les voici ces symptômes. On est très fiers d'avoir développé cet algorithme. Vous trouvez cet algorithme-là sur le site www.colcorona.org. Ils sont très simples. Fièvre et toux ou fièvre ou toux avec un des 4 symptômes suivants, essoufflement, donc dyspnée, fatigue extrême, douleur musculaire diffuse ou anosmie brutale, c'est-à-dire perte de l'odorat, mais évidemment sans obstruction nasale, avec ou non perte de sensation de goût. Prochaine diapositive. En terminant, voici les caractéristiques de Col-Corona. On devrait être très fiers comme Québécois. La plus grande étude au monde,
financé maintenant, pas seulement par le gouvernement du Québec, mais également le NIH américain. Et vous allez voir une autre annonce extrêmement excitante dans les 48 prochaines heures. Les patients participent de l'étude sans sortir de leur maison, c'est-à-dire ils appellent, on leur parle au téléphone, on leur livre le médicament à la maison, on continue à les suivre pendant 30 jours au téléphone et par autres moyens électroniques. Le consentement éclairé est signé par voie électronique, c'est-à-dire qu'on livre le consentement sur le téléphone portable ou l'ordinateur du patient. Nous livrons le médicament colchicine ou placebo en dedans de 4 heures à la maison. Il y a une équipe de 80 personnes à Montréal qui répond 24 heures sur 24 aux patients pour des questions, des inquiétudes, les suivis réguliers. Les patients nous ont contacté le 1-877-536-6837. Il s'agit d'une étude dans les règles de l'art, randomisée, contrôlée par placebo, à double insu, surveillée par un comité de sécurité indépendant. Je nommerai pas les gens qui sont sur ce comité, mais ce sont tous des gens qui ont 25 ans d'expérience. Et je termine en dernière diapositive. Voici donc le site web de colcorona.org ou colcorona.net. De façon importante, si vous êtes très occupé, vous avez des doutes, nous sommes capables de poser le diagnostic clinique de COVID-19 probable. Quand les gens nous appellent, nous posons le diagnostic clinique au téléphone. Et de façon importante, il est important pour tous les professionnels de santé, infirmières et médecins, n'oubliez jamais que la COVID-19 est une maladie à déclaration obligatoire. Alors, nous avons tous une obligation de remplir le formulaire MADO, maladie à déclaration obligatoire. Prochaine diapositive et dernière diapositive, Amine, juste pour vous dire que pour aider les cliniciens et pour que ce soit gagnant-gagnant, tous les cliniciens qui réfèrent leurs patients à la hotline, à 1-877-536-6837, nous remplissons, si vous le voulez, si on peut vous sauver du temps, nous remplissons nous-mêmes le formulaire MADO pour vous sauver du temps. Nous le remplissons, nous le signons, nous l'envoyons au gouvernement du Québec et nous vous envoyons une copie à vous, médecins ou infirmières praticiennes, pour que vous ayez une documentation que ça a été signé. Je m'arrête là et je retourne au modérateur, au Dr. Paquette.